Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission H comme hémicycle. La tribune de la représentation nationale sort exclusivement de son cadre idéal pour se retrouver ici au Palais de la démocratie, devenu siège du Conseil national de transition, pour un flashback, un retour sur l'atelier portant renforcement des capacités des conseillers nationaux sur les techniques d'évaluation des politiques publiques. Reportage Lakshebe Désiré. L'évaluation des politiques publiques offre au Parlement le moyen de mieux diagnostiquer les programmes et projets du gouvernement depuis leur conception jusqu'à leur mise en œuvre afin de vérifier si les objectifs ont été atteints. C'est un instrument de mesure de l'utilité, de la pertinence, de la cohérence, de l'efficacité, de l'efficience de l'action publique et non un moyen de contrainte. Dès lors, pour permettre aux membres du Conseil national de transition de mener à bien cette noble et exaltante mission qui est celle de contrôle de l'action gouvernementale pour la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance, une session de formation est organisée à leur intention. C'est une formation axée sur le renforcement des capacités des conseillers nationaux sur les techniques d'évaluation des politiques publiques. C'est donc en lien direct avec ses prérogatives, avec ses missions du CNT, que le PNUD, dans le cadre de l'appui aux institutions de la transition, a décidé de répondre favorablement à une requête venue de votre institution pour solliciter un renforcement des capacités et un appui technique devant permettre aux conseillers nationaux et au Conseil national de transition de jouer pleinement le rôle qui leur est dévolu. Certes, la conduite de la transition politique reste la grande priorité nationale, voire la principale priorité du pays et des partenaires, des principaux partenaires du Tchad, puisque cette transition devra aboutir au retour à l'ordre constitutionnel et à la mise en place d'institutions issues du choix populaire pour régir l'avenir du pays au cours des années à venir. Mais en même temps, bien d'autres défis pressants interpellent le pays, interpellent les gouvernants et les institutions qui régissent ce pays. Ces défis incluant la préservation de la sécurité, que vous connaissez mieux que nous tous, incluant la relance économique post-crise Covid, la lutte contre la pauvreté et les effets de changement climatique, etc. Autant de sujets qu'il est difficile, en tant que responsable, de relayer ou à un second plan ou à reporter. On comprend donc aisément et parfaitement la décision du CNT de s'organiser, de prendre des dispositions pour se renforcer ses capacités à accomplir pleinement ses responsabilités, en particulier eu égard au contrôle et au suivi de l'action publique. Durant les 5 jours de formation, les participants ont débattu entre autres les thèmes liés à la mise en place du budget programme, des méthodologies d'évaluation des politiques publiques, la planification stratégique des politiques publiques et l'apport des parlementaires dans l'évaluation des politiques publiques. Le présent atelier de formation organisé à l'attention des membres du CNT est le premier pas vers cette préoccupation, car l'objectif de l'évaluation est avant tout scientifique. Il s'agit d'approfondir nos connaissances sur la façon dont les dispositifs institutionnels existants, les instruments des politiques publiques, atteignent ou n'atteignent pas leurs objectifs initiaux. Ensuite, de vouloir mesurer l'impact des politiques, il s'agit d'en comprendre les mécanismes afin d'élaborer d'autres dispositifs qui permettent plus directement de répondre à l'objectif initial. C'est pourquoi les capacités du comité d'évaluation des politiques publiques doivent absolument être renforcées grâce à des moyens conséquents à mettre en place. À cet effet,
Un premier plan d'action a été soumis au président du Conseil national de transition et qui consiste, entre autres, en la validation à court terme du guide d'évaluation des politiques publiques du CNT, à l'organisation des campagnes de sensibilisation sur l'évaluation des politiques pour en assurer la visibilité, à la formation à l'extérieur et à l'intérieur des membres et assistants du comité aux outils d'évaluation les plus appropriés et le lancement de l'évaluation des politiques dans les secteurs clés de croissance et de réduction de la pauvreté comme l'eau, l'hygiène, l'assainissement, la santé, l'énergie, etc. Au niveau du comité d'évaluation des politiques publiques du Conseil national de transition, le cadre de travail est indiqué. Le travail à faire est compris. Il reste à mobiliser les ressources matérielles et financières pour accomplir la mission assignée. Sont conviés à cette session de formation les membres de la cellule technique d'évaluation des politiques publiques, les secrétaires généraux, les conseillers nationaux. Au regard de l'importance de ce nouvel instrument de contrôle qu'est l'évaluation, sa parfaite connaissance doublée de la maîtrise de ces méthodes et de ces outils garantissent son efficacité. C'est pourquoi nous avons sollicité du PNUD un appui pour le renforcement des capacités des conseillers nationaux et de nos personnels en la matière. Notre souhait est qu'au terme de cette formation, tous les participants soient en mesure de définir les concepts du budget programme de politique publique et d'évaluation, de savoir sur qui ou sur quoi portent les politiques publiques, de pouvoir identifier les préoccupations et besoins réels des citoyens, de pouvoir analyser et déterminer les impacts positifs ou négatifs des programmes et plans de développement initiés par le gouvernement à travers les méthodes et outils appropriés, de pouvoir évaluer avec objectivité les réalisations que le gouvernement a effectuées avec l'aval du Parlement, de pouvoir proposer des orientations claires en vue d'amener le gouvernement à réajuster ses politiques publiques conformément aux besoins réels des populations. M'adressant aux conseillers nationaux et aux cadres et agents de l'administration parlementaire en général et ceux du CEP en particulier, notre choix pour bénéficier de cette formation n'est pas fortuit, car vous constituez la cheville ouvrière des activités parlementaires, tant au secrétariat général que dans les commissions permanentes et au comité d'évaluation des politiques publiques. Sur la base des exposés, la formation est organisée de manière à allier des méthodes interactives afin d'amener les participants à des échanges fructueux. D'entrée de jeu, les participants voudraient bien s'imprégner du concept, de la méthodologie et de la démarche à adopter pour l'évaluation des politiques publiques. L'évaluation peut servir à tirer les leçons, ce qu'on appelle la finalité formative, à tirer les leçons des erreurs. L'évaluation peut être à finalité gestionnaire, ça veut dire améliorer la mise en œuvre, peut permettre d'améliorer la mise en œuvre d'un programme politique. La finalité peut être décisionnelle, c'est-à-dire que l'évaluation peut permettre d'améliorer la prise de décision, par exemple par une meilleure connaissance des problèmes. L'évaluation des politiques publiques obéit à des différentes méthodologies de recherche. Il s'agit entre autres de la collecte de données, l'étude des cas, le processus de planification et la mise en œuvre des résultats attendus. La politique publique, on a dit que c'est un ensemble des opérations cohérentes destinées à améliorer la qualité d'une société ainsi. Maintenant, la stratégie, c'est le moyen d'atteindre la politique là. C'est les différents axes qui doivent permettre d'aller vers la réalisation de cette politique. Le Conseil national de transition, l'Assemblée nationale, autorise la mise en branle, c'est-à-dire en marche, les politiques. Mais elle peut également proposer, je crois, des politiques carrément quand ça ne va pas dans le sens. Et moi, je prends un exemple que nous vivons toujours, que vous, la plupart, peut-être pas un pas, mais certains d'entre nous sont en train de le vivre. Je vais parler des futurs retraités en ce qui concerne les retraites. Ça, c'est une politique publique qui n'ira nulle part. On ne pourra pas, avec nos difficultés,
Et c'est valable, deux pays ont déjà essayé et on a déjà même des propositions de travail dans ce sens. Moi je pense honnêtement, j'ouvre un débat, peut-être qu'il faut le mûrir, on est entre Tchadiens, ça nous fait mal tous. Moi je suis retraité, je vais avoir ces problèmes-là sous peu. La question est de savoir, est-ce qu'on a les moyens matériels, humains et financiers pour garantir une retraite convenable, pas augmentée, mais à tenter. On ne l'a pas déjà que le quotidien de nos difficultés font qu'on recourt chaque fois à des financements extérieurs, notamment par le biais des découvertes bancaires. Nous, on a proposé, quand on était à la Chambre des comptes, vous pouvez la développer, cette idée, c'est de faire en sorte qu'on supprime cette caisse-là. On la supprime et on dit à tous les gens d'aller vers des organismes CNPS, le CNPS, assurance, tout ça, ça va créer plutôt d'emplois. Les cadres vont créer des sociétés, des mutuelles, ils vont s'assurer. Et vous allez me dire, mais ceux qui ont cotisé, il y a les fonds de pension qui sont là en permanence, on récapitule, on remet à chacun son argent. On remet à chacun son argent. Il fait une activité et plus de CNRT. Mais pour les jeunes, maintenant, à partir de 2025, là, aller dans les mutuelles. Ça va créer de l'emploi, ça va résoudre même le problème des diplômés sans emploi. Là, ils vont créer. Au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, il y a plus de 1000 sociétés de mutuelles. Et c'est même plus garanti. Parce que les mutuelles, quand c'est bien géré, ça rapporte même de l'argent. On valorise même ta retraite. On te donne 30 000 en 2000. On te donne 30 000 en 2020. Mais 30 000 en 2020, là, ça ne te fait même pas un sac. Or, le gars, on n'a jamais valorisé. Donc, c'est des éléments de politique aussi qu'il faut voir et essayer de réfléchir. Dans l'étude du Code du marché public, c'est la bonne utilisation des fonds publics. Est-ce qu'on a respecté les dispositions du Code du marché public en ce qui concerne la bonne proposition, l'offre la moins disante ou la mieux disante? Est-ce qu'on a respecté un certain nombre de critères? Et ainsi de suite. Mais cela commence par quoi, si on veut, par exemple, et ça c'est la démarche que nous allons suivre pour faire notre... Mais je me permets déjà d'en parler en 2 ou 3 lignes. D'abord, il faut disposer de ce code de marché public. Si vous ne le disposez pas, vous ne pouvez pas faire l'évaluation de quelque chose qui est virtuel, que vous ne connaissez pas. Ensuite, deuxièmement, il faut se l'approprier. Quand on dit approprier, c'est vraiment lire le code en long et en large et avoir la même lecture pour y aller. Ça, c'est le second. Maintenant, quelles sont les étapes à l'intérieur qui font que si toutes les dispositions du Code du marché public sont respectées, on arrive au final à une attribution et à une notification sincère et juste. C'est le respect des différends. Vous devrez, dans cette démarche-là, si on prend les grands aspects sans rentrer dans les détails, il y a le DAO, le dossier d'appel d'offres, que vous devez de critiquer, d'analyser et de maîtriser. Est-ce que le dossier d'appel d'offres en amont a-t-il été bien monté? Et à l'intérieur, quelles sont les étapes? Et d'abord, la première, quand vous voulez monter une DAO, une demande d'appel d'offres, c'est qu'il faut qu'il y ait une demande de service. Est-ce que l'entité pour laquelle on a monté le DAO a demandé à ce qu'on lui construise? Le ministère, par exemple, du tourisme a demandé à ce qu'on construise le siège. Si ça a été construit, il faut voir les documents. Et est-ce que les documents qu'ils ont demandé là, c'est un bâtiment de tel niveau, est-ce que ça n'a pas été modifié au niveau de la commission? Parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils attendent. Le ministre a été plus logique, il a ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier. Le second, c'est voir maintenant le DAO en lui-même, comment il a été monté, par qui il a été monté. Vous demandez les différents rapports de la confection de la DAO. Maintenant que les DAO sont faits, ils doivent être mis à la disposition du public, les offreurs. Donc est-ce que ça a été régulièrement publié? Est-ce que ça a suivi les canaux? Est-ce que les gens ont tous été traités à part égale? Maintenant, une fois que les DAO sont réceptionnés, là, vous allez suivre le circuit. On dépose les DAO chez qui? Est-ce que certains DAO n'ont pas été déposés après la date de clôture et qu'on les a juste reprises? Ensuite, vient la période, la deuxième étape, c'est celle de la COJO. C'est comme ça que de façon un peu structurée, moi je sais de la COJO, c'est la commission d'ouverture et de jugement des offres. Qui reçoit cela? Quels sont les membres? Ont-ils les compétences et le profil pour pouvoir procéder à des jugements sincères, techniquement fiables? Est-ce qu'ils ont fait le travail? Est-ce qu'ils ont dressé les procès-verbaux à tenter? Est-ce qu'ils n'ont pas seulement fait la monture de l'entête et de la signature en bas et laissé au milieu pour qu'ils s'entendent déjà sur l'attributaire à qui il faut donner?
Et troisièmement, c'est la notification. Comment cela a été notifié et à qui on a notifié? Et comment sont les procédures de notification? Quand vous aurez fait ça, vous avez bouclé. Moi, je pense que vous allez dire que maintenant, de façon sincère, l'Assemblée nationale a les compétences pour suivre l'attribution, exploiter le code des marchés publics et sanctionner. Par conséquent, entre griffes, les délinquants, ils vont se remettre un peu en ordre. Bien entendu, ça ne va pas freiner, mais ça va énormément résoudre le problème et amener une forme de justice devant le commande public. Sans rentrer en profondeur dans le domaine de l'évaluation et de la qualité de l'échantillonnage, de la validité, moi je pense qu'il y a un terme central qu'il faut tenir compte, c'est le prorata. Quand par exemple vous faites une évaluation en ce qui concerne la qualité de l'enseignement, vous savez par essence que si le nombre total des élèves dans les 3 blocs primaires, secondaires et supérieur est de 3 millions et que dans le primaire il y a 2 millions, l'échantillonnage effectivement va se baser beaucoup plus sur les 2 millions. Parce que si vous prenez à part égale ou à sensibilité presque égale, vous allez avoir les 2 catégories qui ne représentent que le tiers, qui vont beaucoup influer sur le résultat. Et conséquemment, votre politique à la fin va beaucoup plus être tournée vers les gens à qui le projet n'est pas totalement indiqué. À la lumière des différents débats, les conseillers nationaux ont particulièrement mis l'accent sur la mise en place du budget programme. Le budget programme, je pense que ça a été mis en place ici au Tchad. Moi, je ne sais pas à quelle date, mais je sais qu'en 2000, l'élaboration du budget 2019-2020, on nous a quand même rappelé comme quoi maintenant le budget va être changé, il va être orienté un peu vers le budget programme. Nous avons mis en place nos techniciens à la disposition du ministère des Finances. Nous avons élaboré nos projets avec les actions, les activités et tout ça. Ça fait déjà de cela 3 ans, mais jusqu'à là, il n'y a pas une mise en œuvre concrète. Pensez-vous que nous sommes prêts pour la mise en place ou bien pour l'introduction de cet outil ou de cet aspect des budgets programmes ici nous au Tchad? C'est sûr qu'on est membre ou bien on fait partie d'une CR quelconque ou de plusieurs CR, communauté économique régionale, où il faudrait qu'on se conforme quand même. Mais est-ce que vraiment le Tchad est prêt pour ce concept-là? La zone CEMAC tarde à mettre n'est-ce pas, en vigueur, n'est-ce pas, le budget programme. Et ma question est de savoir, est-ce que les pays africains, hors CEMAC, ont déjà expérimenté ce budget programme? Si oui, pourquoi ne pas, n'est-ce pas, contraindre la zone CEMAC à y adhérer? Je voudrais savoir si les grandes institutions, ou bien une institution comme l'Assemblée nationale, peut également avoir ce budget programme pour l'exécution de son budget annuel, ou bien triennal. Le passage du budget moyen au budget programme nécessite une formation des ressources humaines. Le budget programme s'appelle des années de formation. Il faut former les gens par ministère. Parce que ce n'est pas le ministère des Finances qui va élaborer le budget de programme des autres ministères. Donc chaque ministère doit avoir un vivier de spécialistes en matière de budget de programme de leur ministère. Le Cameroun a pris par exemple 10 ans rien que pour faire les formations. 10 ans, c'est-à-dire 10 ans, chaque ministère forme ses agents à tous les niveaux, de responsables au niveau du personnel général d'appui. 10 ans. Et il continue à former. Alors nous faisons quoi? Peut-être une année en passant, on regroupe les gens. Je vous donne l'expérience, ça fait 7 ans. Chaque année, on regroupe 5, 6 personnes, 10 personnes dans une salle au CEFOD, à la maison de la femme. Venez, nous allons faire le budget programme. On se rassemble, on travaille, on fournit des documents. Mais le budget programme, c'est un changement, c'est tout un processus. C'est beaucoup de choses. Et donc, dans ces beaucoup de choses, effectivement, il y a les éléments de la comptabilité matière. Ce sont des directives qu'il faut y aller. Il y a les éléments du système d'information. Aujourd'hui, on parle du système d'informatique. Le budget programme, ça demande vraiment
l'utilisation du système. Il faut améliorer le système d'information. Nous avons tendance à négliger l'informatique dans nos ministères, les gens ne sont pas formés. Mais quand on va en budget programme, la masse de données, des quantités d'informations à traiter est tellement importante que si nous n'utilisons pas ces outils, si nous ne formons pas les gens à l'utiliser, nous serons bloqués. Donc, c'est donc un ensemble d'éléments qui devraient se mettre ensemble pour permettre effectivement d'aller. Et donc, des moyens également pour mettre. Et si ces prérequis, ce préalable n'est pas du tout accompagné, et donc depuis 8-9 ans, nous sommes engagés, selon nos textes, la LOLF a précisé clairement que la date butoir c'est 2022. Nous y sommes. Nous allons faire ensemble ce diagnostic. Est-ce que nous sommes vraiment prêts à y aller? Qu'est-ce qui manque? Je vous assure, il manque beaucoup de choses. En budget programme, on évalue le résultat parce qu'on a exécuté le budget. Si on n'a pas exécuté le budget, vous verrez des ministres qui vous diront simplement qu'ils n'ont pas eu de quoi mettre en œuvre leur activité. Et donc, si le résultat est mauvais, eh bien, vous n'avez rien à faire vis-à-vis d'eux. Voilà un peu pour compléter, n'est-ce pas, à ces efforts. Sinon, les efforts sont en train d'être déployés et nous saluons ces efforts-là, mais il reste vraiment beaucoup à faire. Et tout ensemble, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener tous les secteurs, parce qu'on a comme tendance que ce n'est que le ministère des Finances qui doit mettre en œuvre le budget programme. Vraiment, il faut qu'on sorte de cela, qu'on se dise que tout le monde doit s'y mettre pour qu'on puisse y aller. Pour une bonne maîtrise des outils d'évaluation des politiques publiques, le Conseil national de transition plaide pour la pérennisation des sessions de formation. Nous, participants, recommandons ce qui suit. Au bureau du Conseil national de transition, 1. Poursuivre dans un bref délai et en collaboration avec le CEP et l'équipe des experts la finalisation du guide d'évaluation de politique publique du CNT en vue de son adoption en plénière par le conseiller national. 2. Renforcer les capacités du CEP, services et cellules en charge de l'évaluation de politique publique en moyens humains, financiers, matériels et logistiques. 3. Envisager la mise en place d'un cadre permanent de concertation entre les CNT et les institutions de contrôle de l'État sur des questions relatives à l'évaluation de politique publique. 4. Vulgariser les textes relatifs à l'évaluation de politique publique en vue de leur appropriation par le conseiller national et le personnel administratif du CNT. 5. Assurer un suivi régulier de la mise en œuvre de politiques publiques par le gouvernement en vue de faciliter les évaluations futures. Aux partenaires au développement et le PNUD notamment. 2. 1. Poursuivre son appui technique et financier au CNT pour une transition apaisée et inclusive. 2. Appuyer la politique du CNT en matière de sensibilisation, de vulgarisation et de mise en place des outils de gestion axés sur les résultats. Pour la deuxième vice-présidente du Conseil national de transition, cette première initiative permettra aux membres du Conseil national de transition d'évaluer les programmes et les projets mis en œuvre par le gouvernement. Les thématiques aussi importantes les unes que les autres que vous aviez tour à tour abordées, telles que la planification et la gestion axée sur le résultat, les concepts et définitions des politiques publiques, les normes, types et méthodes d'évaluation des politiques publiques, les techniques et outils d'évaluation des politiques publiques, le processus de mise en œuvre des évaluations, etc. Nous osons croire que ces connaissances pointues sur l'évaluation des politiques publiques affineront la maîtrise des parlementaires dans ce domaine. La création du comité d'évaluation des politiques publiques est un puissant moyen de promotion de la transparence et de la bonne gouvernance, conformément aux dispositions des articles 160 de la loi fondamentale et suivant le règlement intérieur du Conseil national de transition.
Le comité d'évaluation des politiques publiques a pour mission d'évaluer en amont et en aval les programmes et projets mis en œuvre par le gouvernement au profit des populations bénéficiaires. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ainsi prend fin à notre rendez-vous de ce soir. Au revoir et à la semaine prochaine.